le secret après la mort, et si tout était déjà écrit? Que se passe-t-il vraiment après la mort? C'est une question qu'on s'est tous posée. Aujourd'hui, on plonge dans les réponses assez surprenantes du Livre des morts de Samael Owen Waugh. Alors, accrochez-vous, parce que ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien bousculer votre vision de la vie, de la mort et même de l'âme. Allez, on commence fort avec une première idée, un peu choc. Et si, au fond, l'être humain n'était rien de plus qu'une machine complexe? Explorons un peu cette idée déroutante. Bon, ça, c'est direct. Cette affirmation, elle est vraiment provocatrice. C'est la pierre angulaire de tout le livre. Ça nous force à nous poser une question essentielle. Si ce n'est pas une âme qui nous définit, qu'est-ce que c'est alors? L'auteur nous propose une image assez parlante. Notre moi ne serait pas une entité unique, mais plutôt une sorte d'animal intellectuel. Il faut imaginer une machine qui serait pilotée par toute une légion de désirs, des désirs qui se battent sans arrêt pour prendre le contrôle. C'est ce que le livre appelle les égos. Et ce conflit intérieur, il est là tout le temps. Prenons un exemple tout bête. Une partie de nous, disons la fonction motrice, a très envie d'aller voir un match de foot. Mais au même moment, voilà que l'estomac crie famine. Et n'a mais alors aucune envie de bouger de là. Et pour couronner le tout, une autre impulsion, beaucoup plus passionnelle, préférerait faire quelque chose de complètement différent. Alors qui est aux commandes? Eh bien personne. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Et cette absence de principe directeur unique, ça nous amène à une conclusion assez radicale. L'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on a à la naissance. D'accord, mais si on n'a pas d'âme, comment on fait pour en avoir une? Eh bien, le livre affirme que c'est un vrai travail, un acte de volonté consciente. Il faudrait littéralement transformer nos énergies brutes, apprendre à maîtriser nos impulsions et soumettre chaque pensée, chaque action à une sorte de jugement intérieur. C'est ce processus hyper exigeant qui permettrait de forger un centre de conscience permanent, quelque chose de capable, cette fois, de survivre à la mort. Bon, tout ça, ça nous amène à la question fatidique. Que se passe-t-il au moment précis où tout s'arrête? Alors là, oubliez l'image d'un passage en douceur, d'une lumière blanche apaisante. Le livre décrit la mort comme un véritable cataclysme, une foudre de la mort, un choc énergétique tellement puissant qu'il pulvérise littéralement notre corps physique. Et le livre fait une distinction absolument cruciale. D'un côté, on a ce qui disparaît, notre corps physique bien sûr, mais aussi la personnalité qu'on a construite toute notre vie. Tout ça retourne à la poussière. Mais de l'autre côté, il y a ce qui continue, notre essence, cette petite étincelle divine, qui reste malheureusement prisonnière de cette fameuse légion de moi qu'on a nourrie. Et ce voyage après la mort se déroule à travers différentes dimensions. On quitte notre monde physique, la 3e dimension, pour aller vers la 5e, un plan d'existence moléculaire que le livre nomme l'éternité. C'est là que l'essence va continuer son périple. D'accord, donc l'essence se retrouve dans cette 5e dimension. Mais qu'est-ce qui lui arrive concrètement? À quoi ça ressemble ce voyage? Alors là, première surprise. L'essence ne passe pas directement à autre chose. Non. Elle entre d'abord dans une sorte de coma, un état de suspension qui dure, de façon très précise, 3 jours et demi. Et au sortir de ce coma, la conscience est plongée dans une rétrospective de sa vie. Mais alors, d'une intensité incroyable. D'abord, un flash, un film rapide et terrible de toute son existence. Et puis, dans un second temps, elle revit tout, mais beaucoup plus lentement et à l'envers, de la mort jusqu'à la naissance. Le but de tout ça? Une prise de conscience totale, sans aucune échappatoire, des conséquences de chaque acte, bon ou mauvais. Une fois cette rétrospective achevée, eh bien, ce n'est pas fini. L'essence doit maintenant faire face au jugement. Après avoir tout revu, il n'y a plus nulle part où se cacher. C'est l'heure du jugement. L'essence est présentée devant ce que le livre appelle les tribunaux du karma. Et là, une sentence finale, irrévocable, va décider de sa prochaine destination. Sur la table, il y a 3 verdicts possibles. 3 chemins bien distincts qui sont décidés par les juges du karma en fonction de la vie qui vient tout juste de s'écouler. Bon, plongeons moment dans le vif du sujet. Quelles sont ces destinations potentielles? Que sont ces fameux 4 cercles qui composent notre réalité? Et là, il y a un concept fascinant, c'est que le temps lui-même est complètement relatif à chaque dimension. Ce qui peut paraître durer 80 000 ans dans le règne minéral pourrait ne durer que 2,5 secondes dans le monde électronique. C'est vertigineux, hein? Et notre vie humaine, eh bien, elle se situe quelque part entre les deux. Alors concrètement, ces destinations vont du pire au meilleur.
Tout en bas, on a Avicii, une sorte de lente désintégration pour les âmes considérées comme perdues. Au milieu, il y a notre monde, la Terre, où l'on revient pour apprendre de nos erreurs, ou alors le paradis, qui est vu comme un repos temporaire pour les bonnes âmes. Et tout en haut, le but ultime, la libération totale dans le monde électronique, mais ça c'est réservé à ceux qui ont réussi le travail de créer une âme et un esprit. Et tout ça, ça nous amène au défi final que pose ce texte. Comment on fait pour s'échapper de cette roue du samsara, ce cycle un peu tragique de répétition, de karma et de mort? La réponse du livre, c'est qu'il faut dissoudre l'ego et créer consciemment une âme et un esprit permanent. La question qui reste, c'est donc, est-ce là un véritable chemin vers la Abonne-toi libération pour éveiller ou ton une esprit. puissante métaphore de notre transformation intérieure?